Monsieur le ministre, pour répondre à l'ensemble de nos collègues. Bon, alors, par rapport à la première question sur laquelle je vais faire une réponse, vous me le pardonnerez, monsieur le député, qui va renvoyer à des arbitrages ultérieurs sur les coopératives et le CICE. Bon, les dispositions fiscales en matière d'IAS pour les coopératives leur sont assez favorables et la discussion aujourd'hui, à savoir si elles pourraient jouir du CICE, ne sont pas tranchées. J'ai moi-même été saisi par le monde coopératif. J'en ai informé et évidemment j'ai engagé mes collègues Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac sur le sujet et les arbitrages seront rendus dans les jours qui viennent, mais c'est effectivement une question qui est au regard du régime fiscal des coopératives qui n'est pas forcément facile à trancher en faveur du monde coopératif, mais ça n'est pas encore tranché. Pour le crédit consommation, et ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, mais le vrai sujet du crédit renouvelable, c'est le crédit de trésorerie. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de crédits renouvelables, où la part des crédits renouvelables qui sont souscrits par des emprunteurs et qui sont destinés à rembourser d'autres crédits est de plus en plus importante. Qu'on fasse un crédit renouvelable pour acheter un frigo est une chose, mais quand on fait un crédit renouvelable pour rembourser, pour payer son logement ou pour rembourser un autre crédit, ça montre le caractère particulièrement pervers du système. Et c'est ce cercle infernal qu'on veut briser, notamment en évitant qu'un prêteur prête de l'argent, mais le crédit de trop à une personne qui va basculer immédiatement dans le surendettement. Il n'y a pas une seule solution, et je le dis ici, même en créant un fichier positif, un registre national du crédit, nous ne parviendrions pas à éliminer le surendettement dans ce pays. L'objectif est de lutter contre ce crédit de trop. Et si aujourd'hui, puisque la question m'a aussi été posée sur pourquoi ne pas interdire le crédit renouvelable, le crédit renouvelable, quand c'est pour un petit montant, ça peut correspondre parfaitement d'abord à un besoin de l'économie, à un besoin des familles. Au-delà de l'aspect fonctionnement de l'économie, vous avez une dépense plus importante que prévu tel mois. Le crédit renouvelable pour les petits montants, s'il se ressent sur les petits montants, est un instrument pour faire vivre le crédit à la consommation, pour permettre aux ménages d'accéder à des biens, des services auxquels ils ont le droit utile. La réalité aujourd'hui, c'est quand il est utilisé de manière un peu systématique à des fins qui sont des fins différentes. Sauf que depuis la loi Lagarde, il faut reconnaître cela, incontestablement, les crédits renouvelables aujourd'hui se concentrent plus qu'ils ne se concentraient auparavant sur des petits montants, qu'on a permis que des délais de remboursement beaucoup plus réduits, ce qui permet aussi que le coût global du crédit soit inférieur pour les familles. Il y a dans les évaluations que nous avons eues de la loi Lagarde des effets incontestablement positifs, pas que. C'est pour ça que le projet de loi consommation que je vais vous soumettre améliorera et modifiera un certain nombre de dispositions de la loi Lagarde. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut maintenir le principe d'un crédit à la consommation comme un instrument de la consommation, le maintien de certains crédits renouvelables, mais dans des formes beaucoup plus encadrées qu'ils ne l'étaient jusqu'ici. Quels seront les moyens donnés au monde coopératif pour développer l'expertise, les solutions en scope? Je vais vous dire que j'ai annoncé au moment du congrès de la CG Scope plusieurs mesures, 7 chantiers, parmi lesquels la possibilité de créer des groupes de scope, puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas, le droit de préférence, donc la possibilité de faire des start-up en scope, mais j'y ajoute que sans les unions régionales scope, aujourd'hui sur le terrain, il n'y aurait pas de scope. Elle joue un rôle absolument déterminant dans l'accompagnement des salariés qui veulent reprendre leur activité. Et c'est pour ça que j'ai annoncé que jusqu'à 1 million d'euros, c'était 50 000 euros aujourd'hui, seraient consacrés à la CGScope et aux URScope pour accompagner les initiatives sur le terrain. Nous allons créer un environnement légal et juridique favorable à la création de scope. Encore faut-il que les instruments d'accompagnement soient plus forts. J'y ajoute qu'à côté des URScope que nous allons davantage aider, non pas la consularisation, mais la reconnaissance légale des CRES
par la loi ESS, créera aussi un interlocuteur qui sera un interlocuteur institutionnel, reconnu par la loi, vers lesquels tout porteur de projet pourra se tourner pour disposer de l'accompagnement et de l'ingénierie dont il a besoin pour pouvoir monter son projet. Sur les emplois d'avenir, dans la question qui m'a été posée par vous, monsieur le député, les épiceries solidaires. Il y a plein d'épiceries solidaires, il y en a d'autant plus que les gens ont faim et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour consommer. C'est la réalité que vous rencontrez dans votre département de la Loire, comme nous tous dans nos territoires. Et depuis maintenant plusieurs années, il n'est qu'à regarder le nombre de gens qui vont solliciter les repas au restaurant du cœur ou qui vont dans les épiceries solidaires y trouver pas simplement de l'alimentation. Aujourd'hui, toute une série de produits que l'on trouve dans les commerces de proximité ou dans les grandes surfaces. Il n'est qu'à se constater cela pour voir à quel point aujourd'hui la pauvreté, la vulnérabilité des Français a augmenté. Évidemment, les épiceries solidaires, dès lors qu'elles ont un statut, elles ont un statut qui est un statut qui les rattache à l'économie sociale et solidaire, sont éligibles aux emplois d'avenir. Et bon nombre d'entre elles créent des emplois d'avenir ou ont déposé des projets. Parmi les premières conventions que j'ai signées ou parmi les premiers contrats de travail qu'on a signés depuis le début du mois de novembre, il y a un certain nombre d'emplois qui sont tournés vers ces établissements qui jouent un rôle décisif pour garantir l'accès à la consommation des ménages les plus pauvres, et en plus souvent avec à la fois des salariés qui assurent le fonctionnement de l'activité et des bénévoles, puisque souvent aussi on trouve des bénévoles et dans bon nombre d'épiceries solidaires, d'un certain nombre de grandes associations caritatives ou de l'ESS, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix-Rouge, etc. On trouve et des salariés et des bénévoles, mais avec tous ces grands réseaux de l'ESS, nous avons commencé à préparer, voire à signer des accords cadres en matière de création d'emplois d'avenir, ce qui est évidemment une bonne nouvelle et pour les jeunes et pour le fonctionnement de ces structures. En parlant d'accords cadres, je vous confirme qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons arrêté le principe d'un accord cadre sur l'enseignement de l'économie sociale et solidaire. Alors, il n'est pas question de remplacer la Commission nationale des programmes et de lui dire ce qu'elle devra intégrer dans les programmes scolaires et les manuels scolaires. C'est dans le respect des prérogatives de cette commission, à elle de voir de quelle manière aujourd'hui on peut enseigner dans les cours d'économie la biodiversité économique, en quelque sorte. Et c'est pas à moi de dire, ni comme ministre, ni à qui que ce soit, ce qui doit figurer dans les manuels et les programmes scolaires. Je regrette juste et je constate juste que si nous voulons avoir une stratégie de croissance inclusive qui vise à développer un secteur qui pèse 10% du PIB, autant dire à nos enfants et à nos élèves que ça existe quand on fait des cours d'économie. Or, aujourd'hui, on ne le dit pas. Et on enseigne des modèles d'entreprise qui sont les modèles d'entreprise classiques, les sociétés par capitaux, mais pas l'existence des sociétés de personnes. Or, ces sociétés de personnes concourent à la création d'emplois, à la création de richesses, à la création de valeur. Et c'est le sens de l'accord cadre que j'ai passé avec le ministre de l'Éducation nationale, mais qui ira plus loin. Et pour votre information, aujourd'hui, il y a 72 masters d'économie sociale ou liés à l'entrepreneuriat social, qu'il y a de plus en plus d'écoles de commerce qui aujourd'hui forment à l'économie sociale ou à l'entrepreneuriat social, qu'il y a désormais des écoles qui forment au management spécifique des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a là un développement des instruments, des outils de formation dans le champ de l'ESS qui est en diapason à la fois de la réalité d'un secteur qui aspire à se développer, mais aussi de la réalité de politiques publiques nouvelles, ou en tout cas de la volonté de ce gouvernement de se donner les moyens de permettre à l'ESS de franchir un palier. Sur ce qui est de l'économie, relève le député Frédéric Roy, qui connaît bien l'économie sociale et solidaire et dont j'ai visité le département et les expériences de son département aussi. C'est vrai qu'on a une région avec Languedoc-Roussillon qui est parmi les plus dynamiques. Je ne vais pas donner le label de la région la plus dynamique, d'abord. Sinon j'ai un problème. Sinon j'aurai un problème. Mais elle est parmi les régions elle est parmi les 22 régions métropolitaines les plus dynamiques, et incontestablement. Et donc, je veux dire qu'effectivement, sur l'économie résidentielle, ce dont nous avons besoin avec la Banque publique d'investissement, pour faire simple, c'est que demain, le grand établissement mutualiste qui veut faire un établissement intergénérationnel où on fait de la crèche pour la petite enfance et de la prise en charge dans des maisons quasi à domicile de personnes âgées dépendantes ou qui en voie de perdre leur autonomie.
La Banque publique d'investissement devra répondre aux besoins en financement qui peuvent être de 10, de 15, de 20 millions de ces établissements. Mais la Banque publique d'investissement, ou directement, ou par des organismes délégataires, je pense notamment à l'ADI, devra continuer à faire du microcrédit pour favoriser des solutions qui sont des solutions où, dans justement les circuits courts, l'économie résidentielle, on favorise des créations d'un emploi, de 2 emplois en co-solide, la création de quelques emplois. Mais évidemment, dès lors ça diffuse et qu'on généralise, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés. Cet équilibre-là qui n'est pas facile à trouver incontestablement. Comment le même établissement, la Banque publique d'investissement, répond à des besoins de trésorerie d'une association qui sont de 10, de 15, de 20 000 euros, et comment on met les moyens de financer des gros tickets à 15, à 20, à 25 millions d'euros. Et c'est en cela que nous travaillons une ingénierie particulière pour permettre un fonctionnement efficace de la BPI. Sur l'assurance emprunteur, ce ne sera pas dans le projet de loi ESS, mais dans celui que vous allez examiner très vite. Non, bancaire. Pardon ? Pas ESS non plus. Oui, conso, pardon. Oui, non, pas évidemment, pas dans le projet de loi consommation, encore moins ESS d'ailleurs, on aurait été un peu curieux que ça y soit. Là, excusez-moi, entre ces deux portefeuilles, des fois, mon cerveau gauche et mon cerveau droit, je ne dirais pas lequel traite quel sujet, mais bref. Et donc, et le PJL bancaire donc imposera à l'établissement prêteur des délais pour l'instruction de la demande d'assurance déléguée et interdira la perception de frais liés à l'étude d'une demande d'assurance déléguée lors de la conclusion du crédit. Donc on améliorera la mise en œuvre de la loi Lagarde. Et dans le domaine de ces assurances emprunteurs, on est exactement dans la même réalité que celle constatée sur l'offre alternative de crédit renouvelable ou crédit amortissable, c'est qu'il y a des dispositions de la loi qui relèvent trop de la bonne volonté des établissements ou bancaires ou de crédit, et qu'il faut aujourd'hui mieux encadrer la pratique parce que la pratique est encore trop éloignée de la lettre de la loi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un s'est senti oublié ? Non, monsieur le ministre, vous avez été sinon parfait, en tout cas rigoureux dans vos réponses et très à l'écoute, très attentif. Non, mais je vous en remercie parce que vous savez, c'est effectivement des sujets concrets qui passionnent l'ensemble de nos collègues parce que c'est généralement des sujets de consommation au sens large qui viennent frapper à nos portes dans les permanences. Et donc, on est là sur des questions auxquelles il faut apporter des réponses sans forcément trop attendre. En tout cas, nous vous attendons de pied ferme avec ce grand texte sur la consommation pour qu'effectivement, nous puissions, au premier trimestre prochain, apporter les réponses attendues. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous.